Salut à tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneur Lifestyle, épisode 105. Aujourd'hui donc on va parler d'entrepreneuriat avec donc mon invité qui est un expert, qui est fan des startups comme moi, qui a créé donc plusieurs sociétés, qui en a conseillé énormément dans différents domaines, dans différentes tailles, donc il va te donner plein d'informations. On était un peu court par rapport au temps, donc on n'a pas pu donc tout traiter. Donc je te dis tout donc après avoir remercié le sponsor. Learnbox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. Merci donc d'avoir écouté les sponsors. Donc comme je te disais, donc aujourd'hui donc j'ai Rémi Bigot que tu dois connaître, tu es sur internet. Il a conseillé donc plusieurs entrepreneurs, il a aidé dans plusieurs business, que ce soit des petits ou les gros. Il est vraiment fan des startups donc comme moi, donc il a vraiment plein d'infos à te donner. Il a aussi écrit un bouquin, donc je te mettrai le lien dans le show notes. Si tu veux donc tout de suite aller sur son site, tu vas donc sur montersonbusiness.com. Tu pourras avoir plein d'informations et te faire aider par lui. Donc on va parler donc beaucoup d'entrepreneuriat. Donc vraiment écoute bien. Et puis si tu as des commentaires, à la fin il te fait un petit cadeau. Donc si tu veux donc avoir son livre, il faudra que tu commentes l'épisode. Donc va jusqu'à la fin et tu sauras tout. Donc je te dis à tout de suite avec Rémi. Salut Rémi, comment tu vas? Salut Thierry, ça va très bien et toi? Très bien, merci. Donc, merci d'avoir pris le temps donc, de nous parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, de start-up, de tout ce qu'il faut pour se lancer et scaler son business, même si on est en pleine crise. On est encore, et en plus, c'est que le début. Il va y avoir plein de choses qu'on ne connaît pas, que tout le monde spécule, mais on ne sait pas. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, ensuite, on part sur plein de questions d'entrepreneuriat. Bien sûr. Bah écoute, déjà, grand bonjour à ta communauté. C'est vraiment cool de pouvoir participer à ce genre de podcast. Merci à toi encore de m'inviter. Donc, je m'appelle Rémi Bigot, 38 ans, presque tous mes cheveux. Très content depuis 17 ans maintenant d'accompagner des entreprises de la plus petite à la plus grande. Quand je dis plus petite, ça va être des petites boîtes qui vont juste se créer jusqu'aux plus grandes, eBay, Renault, NJ et d'autres. Et depuis 10 ans maintenant, je fête mes 10 ans cette année, j'ai lancé montersonbusiness.com, qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Le but de ce site, de cette plateforme, c'est de devenir un lieu de passage obligatoire pour tout entrepreneur qui se pose des questions sur l'entrepreneuriat, le marketing, le business, etc. D'accord. Bon, tu as bien dépeint le décor, on va dire. Donc là, je vais te poser plein de petites questions, les questions qu'on doit te poser en général quand on est plutôt newbie, même quand on ne l'est pas, hein. Mhm. Donc, comment, là, il y a des gens qui ont des idées, ils entendent Amazon FBA, dropshipping, plugin, un peu tout. Comment les gens font en général pour trouver leur idée? Est-ce qu'il faut automatiquement trouver une idée super originale ou une idée basique qui a déjà été faite, qu'ils le remasterisent à leur sauce? C'est possible. Bah, en fait, c'est une très bonne question. Il n'y a pas vraiment de réponse universelle. Tu vas avoir des gens qui vont trouver une idée absolument géniale, mais c'est souvent la minorité en réalité. C'est celle qu'on montre tout le temps à la télé et dans les médias. Donc voilà, typiquement, voilà, Erwan Spiegel, il arrive à 18 ans, il crée Snapchat, personne n'y croit, et puis 2 ans après, il est milliardaire. Voilà, on te dépeint ça comme un truc normal, sauf qu'il y a un mec comme ça tous les 10 ans, en réalité, dans le monde. Et on te présente ça comme si c'était la norme. Quand on te présente Zuckerberg, on te dit, voilà, il a créé un premier truc à l'arrache dans sa chambre, puis le deuxième, c'était Facebook, et maintenant, il est milliardaire. Donc là, tu vois, ça, c'est des gens qui ont eu l'idée géniale. Souvent, une idée qui n'est pas novatrice, d'ailleurs. Facebook, ça n'a rien de novateur. Copain d'avant existait avant, MySpace existait avant. J'allais le dire, ouais. Euh, Donc Tu après, vois, voilà, c'est comme on dit, il y a l'idée, mais après, il y a l'exécution. exactement, bien En plus, entendu. Zuckerberg, dans son histoire, il a été malin de mettre des bons investisseurs, parce que j'aime bien son histoire. Il y en a Bien qui n'ont sûr. pas. Il a mis donc la bonne équipe. Bon, on en parle, je pense, après. Il a mis la bonne équipe. Et puis, je pense qu'il est aussi, on pourra aussi encore en parler, il y a plein de choses à dire. Il a aussi peut-être le bon mindset. Même si à la base, il n'est peut-être pas entrepreneur de base, mais il a le bon mindset. Bah, ce qui est fou avec lui, ouais, on en parlera un petit peu plus tard peut-être, parce que du coup, on est en train de digresser, mais ce qui est fou avec lui, c'est qu'il fait, en fait, au niveau business, il fait tout bien. Après, au niveau éthique, etc., c'est un autre débat. Oui. Mais effectivement, au niveau business, il a tout compris, alors qu'il n'est pas businessman à l'origine. C'est juste un gosse dans sa chambre qui a voulu s'amuser à faire du développement informatique et qui est devenu un petit génie du développement.
Donc voilà, effectivement. Donc tout ça pour dire que ça dépend. Honnêtement, aujourd'hui, la solution la plus simple, et ça ne veut pas dire que tu vas réussir à tous les coups si tu l'as fait, hein, bien entendu. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile, quoi qu'on en dise et quoi qu'on vous raconte. Le mieux, le plus simple, c'est d'attaquer un marché existant. Pourquoi? Parce que si tu attaques un marché existant, il y a déjà de l'argent, il y a déjà des clients. Les gens me disent, ouais, mais je ne vais pas créer un truc qui va être en concurrence de Facebook, de Google, de machin. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Mais en même temps, si tu prends que 5% de leurs clients, t'imagines ce que ça peut faire comme chiffre d'affaires. Mais surtout, Si tu surtout, prends surtout, 5% d'un marché qui n'existe pas, tu as toujours zéro. mais surtout, Donc la question, elle se pose comme ça. Et pour ce qui est lié au dropshipping, moi, je suis un anti-dropshipping depuis toujours. J'ai Mhm. toujours trouvé ce truc. Voilà, je comprends très bien l'intérêt, je comprends très bien qu'on puisse gagner de l'argent avec, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je suis pas en train de critiquer les gens qui font du dropshipping. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas du business. C'est-à-dire que c'est une sous-catégorie de l'entrepreneuriat. C'est comment dire, une solution de facilité pour un sujet qui pour moi est majeur, le e-commerce. Moi, je préfère quelqu'un qui va créer une petite boutique en ligne avec ses propres produits et qui va en faire une vraie marque qui va durer sur le long terme, plutôt que quelqu'un qui va juste faire un coup avec du dropshipping en vendant des masques 15 fois leur prix, alors qu'on est dans une crise sanitaire mondiale. Voilà, là, c'était une petite pique envoyée spécifiquement à certaines personnes. D'accord. Bon, ben, au moins, je pense qu'ils l'ont bien reçu. Mais j'allais faire un point sur ce que tu allais dire, même si c'est pas grave de digresser, hein. Le but, c'est vraiment de parler entre entrepreneurs, parce qu'en plus, ça tombe bien. Tu as fait tes 17 ans comme moi, donc ça fait 17 ans que j'entreprends. Pas de la même façon, mais j'ai entrepris depuis 2003. Donc, on va Mhm. pouvoir échanger par rapport à ça. Mais par rapport à ce que tu disais, tu parlais du Kerba Snapchat. Est-ce que donc, par rapport à ça, dès le départ, alors, je pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais dès le départ, si tu te places dans un marché qui est très gros, parce que là, on parle de plateforme, on parle de contenu, on parle de réseaux sociaux, automatiquement, tu sais que si tu fais bien les choses, bah, tu vas pouvoir scaler. En plus, souvent, l'esprit américain, souvent, ils visent le monde. Et si je Bien passe, sûr. on parle de start-up, certains Français, des fois, mettent un nom.fr ou mettent un nom français et ils ne pensent pas déjà directement le monde entier, parce que le monde, on est bientôt, je crois, 9 milliards. Donc, quand on pense comme ça, déjà, dès le départ, on se met entre pas dans les bonnes roues, on va dire, dans les bons tracks. Est-ce que c'est pas un truc important de se dire, voilà, je veux un gros marché tout de suite? Mais ça dépend Thierry, parce que pour moi, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a des gens qui veulent bouffer le monde et il y a des gens qui veulent juste créer leur petit univers à eux, être artisan, tu vois, un artisan entrepreneur. Pour moi, il n'y a pas. En fait, on met trop en avant les gens qui font des choses incroyables et je comprends, hein, ça fait rêver, il n'y a pas de souci. Mais moi, tu sais, je suis aussi proche d'un petit artisan qui va créer des choses de ses mains absolument exceptionnelles que d'un mec qui va faire des millions grâce à une plateforme ou des milliards. Donc, je suis Pour moi, les deux sont tout autant. je suis d'accord avec toi, je suis content que tu l'expliques parce que souvent, bah, moi, j'ai cette vision-là aussi, dire que il y a l'entrepreneur et le salarié pour vraiment faire la grande différence, hein. Et puis, il y a des fois certains qui ne respectent pas les petits artisans, les freelances, les gens qui font, qui prennent le risque, hein. Ils n'ont pas peut-être pas dit salariés, mais ça reste des entrepreneurs. Quand on regarde Mais la bien sûr. définition d'entrepreneur, ils prennent des risques, ils essaient d'innover, enfin, ils font des choses. Donc, oui. Donc, je suis bien content que tu Tu respectes et que sais, tu montres bien. ouais, je vais t'expliquer un truc tout simple aussi. Il y a plein d'exemples comme ça, mais j'aime bien en citer un. En plus, j'ai écrit un article récemment sur cette marque incroyable qui s'appelle Bugatti. Bugatti, contrairement à ce que son nom peut laisser croire, c'est français. C'est aujourd'hui le leader mondial des supercars devant Ferrari et Lamborghini sur plein de niveaux. Et en fait, cette boîte, elle a été créée par un Italien qui s'est installé en Alsace. Alors, je raconte pas toute l'histoire, mais c'est juste pour t'expliquer. À la base, c'est un artisan. Le mec, il a fabriqué ses premières voitures avec ses mains, tu vois. Il l'a fait lui-même tout seul dans son atelier. Les premières Bugatti, alors maintenant on parle de Veyron, on parle de Chiron, on parle de voitures incroyables, mais les premières voitures de cette personne, de Monsieur Bugatti, c'est des voitures fabriquées à la main dans son garage. Et tu vois, ne pas respecter l'artisan, c'est se moquer du monde, parce que beaucoup de très grands entrepreneurs étaient des artisans. Euh, tu as l'exemple de Christian Dior, tu as l'exemple de Louis Vuitton, tu as l'exemple Ouais, je de... pensais à ça pendant que tu disais ça, ouais. Voilà, Ça reste des artisans, on va dire. Ça reste du gros volume, mais ça reste des artisans. mais exactement. Attends, Mm. aujourd'hui, il faut savoir qu'une boîte comme LVMH, qui est le leader mondial incontesté du luxe, qui est 100% made in France, hein, qui détient... de toute façon, c'est simple, aujourd'hui, dans le monde du luxe, trois entreprises françaises détiennent 80% du chiffre d'affaires et des marges. Voilà, Tout à faut le fait. savoir, hein. C'est pas les Chinois, c'est pas les Américains, c'est la France qui domine le monde du luxe et largement de la tête et des épaules. Et en faisant du volume et en restant artisan, Et c'est comme tu dis. ça qui est fou.
C'est que là, j'ai fait un article sur Hermès il n'y a pas longtemps, qui est le troisième grand larron de ces trois gros larrons français du luxe mondial. Et cette boîte, elle est 100% artisanale encore. J'exagère quand je dis 100%, tu as bien compris, mais il y a encore beaucoup de choses fabriquées à la main par des artisans en France pour cette entreprise. Et c'est pareil pour LVMH, pour les fameux sacs Louis Vuitton. Certains des sacs sont encore fabriqués à la main. Et indirectement par rapport à ce que tu dis, parce que là, sans faire exprès, tu as donné plusieurs exemples, enfin, sans faire si, tu l'as dit, mais c'est qu'en étant artisan, en général, tu peux donc faire ton marketing par rapport à l'artisanat et donc faire payer un vrai prix, parce que bon, c'est important d'avoir des bonnes marges et des bons Tout à profits fait. pour pouvoir réussir, même si tout à l'heure, tu as descendu les dropshippers, même si ça n'a rien, parce qu'eux ne créent rien techniquement. Donc voilà, donc j'ai rien contre aussi, hein, moi, aucun problème. Donc voilà, donc c'est aussi important donc, de se placer en tant qu'artisan, ne pas manquer de respect aux artisans. Au contraire, il faut être artisan, même toi, même moi, là, je suis un artisan du podcast. Voilà, je vais être prétentieux. Voilà, il faut vraiment se mettre dans cet esprit-là, c'est quand même mieux pour vraiment montrer qu'on est un expert et qu'on maîtrise ce que l'on fait. Mais exactement, et tu sais, voilà, on parle de ces grands entrepreneurs, quels qu'ils soient, souvent ils sont encore un peu artisans dans leur façon de faire, dans leur façon de communiquer, dans leur façon de traiter les choses. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, il n'y a pas une seule façon d'entreprendre, il y en a plusieurs. Mais je te donne un exemple tout simple. Si on revient un peu sur le sujet des dropshippers, moi, j'ai jamais compris qu'un mec qui soit capable de vendre des produits qui ne sont pas les siens, qui lui plaisent pas, etc., ne soit pas capable de créer son propre produit sur lequel, du coup, il sera seul. Parce que je te donne un exemple. Mon père, il veut absolument faire du dropshipping. Alors, il s'est lancé dans le dropshipping des casquettes. Super, très bien. Je lui dis, mais pourquoi tu te fais chier à te battre, à dépenser des milliers d'euros en publicité face aux mecs qui ont tous les mêmes produits que toi, avec le même design, la même couleur, etc., alors qu'il te suffirait de créer ta propre marque avec ton propre logo et d'avoir du coup ta propre boutique unique que personne ne pourra copier. Moi, je Et peux il te répondre, comprend pas. enfin, c'est pas très simple, mais bon, je pense que comme tu l'as dit, il y a différents types d'entrepreneurs. Il y en a qui veulent Bien sûr. choisir, entre parenthèses, la facilité, parce que même le Ouais. dropshipping, souvent, je le colle à l'affiliation. Moi, je fais toujours de l'affiliation. Et donc, Moi aussi. j'ai pas de problème. Et c'est marrant, j'ai même souvent dit aux gens, je ne ferai jamais d'infoprenariat. Et là, je m'y mets. Mais c'est pas une obligation, parce que moi, je pense que je ne suis pas une personne de produit. Et même si là, je suis en train de faire aussi, je suis associé sur le Amazon FBA, donc je source, et pourtant, j'aime pas ça. Je fais des choses, mais c'est pas une obligation. Je pense qu'il y a des gens qui sont produits. En plus, moi, à la base, il y a plus de 20 ans, je viens de la vente. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour faire du service, d'autres pour faire des produits. Il y a un peu de tout. Donc après, je pense que les gens, et souvent, je pense que certains dropshippers vont se lancer, vont apprendre, et ils vont peut-être, comme tu dis, bifurquer vers du produit pour faire autre chose. Mais je pense que c'est Ah, mais un bon système après, pour débuter, et d'autres qui sont des gros, hein, qu'on parle pas, parce on descend souvent les petits entrepreneurs, mais il y a des gros entrepreneurs et des grands groupes qui font du dropshipping, ils ne le disent pas, mais ils en font. bien sûr. Donc, je pense que c'est juste, Non, non, comme tu dis, c'est une sous-catégorie, c'est une méthode. Bon, voilà. Parenthèse, si on va partir pendant 20 ans dessus, on parle tout de ça. Donc là, on a un peu compris l'idée. Comment savoir si on est entrepreneur? Parce que les gens se disent qu'ils veulent créer, mais d'abord, est-ce qu'ils doivent se tester eux-mêmes ou tester leur idée ou faire un métier comme la vente, comme moi j'ai fait, où on est un peu entrepreneur parce qu'on prend des risques, on est payé à la commission. Comment on peut se tester ou on se lance, on dit allez, on est entrepreneur? Ou il y a des petits trucs qui font que, pas à l'américaine ou parce que le gars il a vendu de la limonade ou des t-shirts, hein, est-ce qu'il y a un truc qui fait qu'on va se sentir qu'on est entrepreneur? je pense que oui. Après, c'est une question qui est difficile aussi parce que voilà, les avis sont divergents sur le sujet. Pour ma part, j'ai mis en place un quiz sur mon site justement où je pose des questions et par rapport à tes réponses, je te dis si tu es fait ou pas pour tel type d'entrepreneuriat, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que pour moi, si tu as une aversion au risque, si tu as peur de tout, si tu as besoin de sécurité, absolument, si pour toi c'est une valeur cardinale d'avoir la sécurité, c'est peut-être pas la bonne solution pour toi, en tout cas pas de manière à 100% tout de suite. Si par contre tu es prêt à travailler dur, surtout au début, voilà, il faut savoir que il est possible qu'un jour tu automatises des choses, et je te le souhaite, je parle à l'entrepreneur, là, au futur entrepreneur, mais au début, tu ne pourras pas. Au début, il va falloir tout faire. Donc, il faut que tu sois capable de tout faire. Et effectivement, je pense qu'il y a une valeur, enfin, il y a plusieurs valeurs, mais il y a un point absolument essentiel, c'est de savoir vendre et de savoir négocier. Et ça, Tout c'est à fait. valable pour la vie en général, pas que pour l'entrepreneuriat. Tu négocies tout le temps, toute ta vie, avec tes enfants, avec ta famille, avec tes amis, avec ta femme ou ton mec, tu es tout le temps en train de négocier. Alors quand je dis, et le problème, c'est que le mot négocier, ça a une connotation négative en français qui ne devrait pas avoir lieu. Et pourtant, En fait, on le fait tout le temps, parce qu'il y en a qui sont en couple, qui négocient pour je ne sais quoi, pour du pain, pour leur salaire, bien mais sûr. donc tout le monde négocie. Exactement, on négocie tout le temps. On passe notre vie à négocier. Donc, il faut absolument travailler cette qualité-là parce que la vente et la négociation, de toute façon, je vais être très clair avec toi, je pense qu'on est dans un monde où ceux qui savent vendre et se vendre
ont un avantage concurrentiel démentiel sur tous les autres. Mhm. Il y a un autre avantage concurrentiel très important, c'est ceux qui produisent du contenu par rapport à ceux qui simplement en consomment. On est tous des consommateurs de contenu, hein. On consomme tous des podcasts, du Netflix, des jeux vidéo, ce qu'on veut. Mais par contre, il y en a très peu qui passent le cap de produire du contenu, de Ouais, de passer l'image, de, de la vidéo. de producteur à personne qui juste passe sur la vie comme Exactement. ça sans rien faire. Entre Donc parenthèses, ouais. déjà, si toi tu sens que tu es capable de produire quelque chose et qu'en plus tu as cette envie de vendre, de négocier, si tu sens ce feu en toi et cette envie aussi d'un peu de liberté, même si attention, la liberté c'est galvaudé parce qu'en réalité, la plupart des entrepreneurs sont pas plus libres, voire moins libres que les salariés. Il faut bien comprendre que moi j'ai parlé avec des milliers d'entrepreneurs dans ma vie et la plupart d'entre eux, ils sont esclaves de leurs fournisseurs, de leurs partenaires, de leurs clients, etc. Donc en réalité, la liberté, oui, elle est virtuelle en réalité. Disons Est-ce que qu'après, c'est une ça peut compétence vraiment à avoir, à savoir comment structurer sa structure ouais, pour être libre, même si on est toujours, on a toujours des gens à qui on rendre des doit comptes? rendre des comptes. Et même quand on a une belle entreprise où les gens travaillent pour soi, parce qu'on a trouvé une belle direction, il faut être là pour les choyer, pour faire ce qu'il faut pour qu'ils évoluent, sinon demain ils partent ailleurs. Donc, il faut faire attention. Bien C'est sûr, toujours puis un tu risque. sais, il n'y a pas si longtemps, je parlais avec une startup qui me disait ouais, on veut absolument lever des fonds, on en a besoin et tout, c'est super, machin. Et je leur dis mais regardez, vos comptes sont bons, vous êtes sûr, vous voulez y aller? Ouais, ouais, on veut y aller. Mais je leur dis mais vous connaissez les contraintes? Ils me font mais comment ça, quelles contraintes? Tu vois, ils étaient jeunes, donc voilà, ils Mm. débutaient, c'était leur première startup. Je dis mais les contraintes, c'est que quand vous allez avoir un investisseur qui va mettre de l'argent sur votre boîte, il va vous appeler toutes les semaines pour savoir où ça en est. Il va vous dire, on en est où de la stratégie? On en est où du business? Où est le chiffre d'affaires? Où sont les marges? Il va vous demander des comptes tous les jours, il va vous en demander. Par mail, par téléphone, etc. Faut pas croire que le mec, il met 250 000 euros et puis il disparaît. Ça marche pas comme ça. Le mec, il veut retourner sur investissement. Donc, est-ce que vous êtes prêt à avoir quelqu'un qui va être littéralement votre patron? Et là, tout de suite, la discussion commence à être intéressante, si tu veux. Est-ce que tu es prêt à avoir ta belle-mère? Parce que pour moi, un investisseur, c'est comme ta belle-mère. C'est pareil. Il va te faire chier de la même manière. Ce qui est logique vu les montants qu'il met. Mais bon, ta belle-mère a en général de l'expérience, même si bon, ce serait mieux qu'elle ait de l'expérience sur le domaine. Et souvent, les investisseurs investissent par rapport à la part du temps, par rapport à ce qu'ils sentent, ce qu'ils peuvent faire évoluer. Donc, c'est quand même mieux. On va C'est revenir un sûr. peu donc, sur le schéma. Donc, j'essaie d'avancer sur un schéma. Donc là, la personne sait qu'elle est entrepreneur, entre parenthèses, elle a trouvé l'idée. Comment trouver ses premiers clients? Toi, qu'est-ce que tu conseilles en général pour. Est-ce que c'est l'inbound marketing? Est-ce que c'est la pure prospection, du cold calling? Ça dépend vraiment des sujets, mais moi, ce qui est vraiment dingue aujourd'hui, ce qui peut marcher sur à peu près tous les business, c'est Google AdWords. Pourquoi? Parce que Google Ads maintenant. Pourquoi? Parce que pendant des années, moi, j'ai connu l'avant Google Ads. Moi, je faisais du référencement avant que Google existe. C'est mon premier métier dans le web. Et à l'époque, c'était rigolo d'ailleurs, parce qu'on faisait ce qu'on voulait. Les moteurs de C'est le recherche Far allaient West, tout. ouais. Il y avait pas mal Voilà. Et en fait, à l'époque, quand tu voulais tester un marché, il fallait faire la sacro-sainte étude de marché. Et l'étude de marché, soit ça te prenait beaucoup de temps, soit ça te prenait beaucoup d'argent, soit encore plus souvent, ça te prenait les deux. Et donc, c'était terrible. Et en plus, tu avais des résultats qui étaient au doigt mouillé. On pense que tu vas avoir tel client. On pense que ceci, cela. Là, aujourd'hui, avec un budget de 200 euros, tu es capable de tester quasiment n'importe quel marché en quelques jours grâce à Google AdWords. Et ça, c'est unique au monde, c'est unique dans l'histoire du monde. Tu peux tester tes mots-clés, tu peux tester ton approche commerciale, tu peux tester ta publicité, tu peux tester absolument tout, tes titres, tes présentations, tu peux tout tester pour un montant finalement assez dérisoire. Moi, à l'époque, je me rappelle, on payait des études de marché, ça coûtait minimum 2500 euros. Voilà, en euros, puisque c'était en francs à l'époque. Mais voilà, c'est l'équivalent. Donc, si tu veux, aujourd'hui, avec 200 balles, tu arrives à faire des choses dingues. Alors, bien sûr, Et en plus, moi, toi, tu parles de Google Ads, mais moi, dernièrement, j'ai testé, enfin, j'avais déjà testé, mais j'ai fait du YouTube Ads parce que c'est un peu moins cher pour l'instant. ouais, Et en plus, exact. comme c'était la crise, donc c'est toujours la crise, les tarifs ont baissé. Donc, c'est important d'en faire actuellement parce que bah, y a moins de monde sur le marché et donc automatiquement, ça fait baisser les prix. Donc, il C'est faut très en bien faire que tu en actuellement. parles. Mm. C'est très bien que tu en parles puisque j'ai fait une vidéo justement sur l'école des entrepreneurs, donc école pour monter son business.com, où j'explique gratuitement, en plus on peut y accéder gratos, où j'explique comment j'ai réussi à faire baisser mon coût de vues qualifiées sur YouTube Ads, donc les gens qui regardent au moins 50% de ma vidéo, donc des gens intéressés, à 1 centime d'euro.
Aujourd'hui, ça me coûte Waouh. 1 centime d'euro de faire venir quelqu'un sur ma vidéo qui regarde au moins 50% qualifié. C'est juste incroyable. Ça n'existe pas, normalement. Malheureusement, bon, moi, parce que j'en parle aussi comme toi, hein, mais les gens ont peur en fin de compte du trafic payant, parce qu'en France, on est comme plutôt pas mal, même en Europe, en référencement, le SEO, mais le SEO a changé, a beaucoup évolué. Et c'est une technique, il faut apprendre. Même moi, je me suis reformé encore il y a 3 mois, mais bon, voilà, quoi, j'ai pu ranker des sites, mais c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Il y a plus de sites sur Internet. Bien Et donc, sûr. c'est vrai que le trafic, c'est une compétence à avoir. Donc, soit on le délègue à quelqu'un, pour ceux qui ont les moyens, soit on l'apprend soi-même. Mais c'est vraiment Tout important. à fait. Souvent, les gens ont peur du trafic payant. Non, mais Donc, clairement, puis aujourd'hui, voilà, le trafic payant, tu peux te former assez rapidement pour avoir les bases, hein. Bien sûr, tu vas pas être le meilleur type sur Google Ads en 6 mois, hein. Ça n'existe pas. tout à fait. Mais par contre, tu peux acquérir les bases, faire attention de ce que te propose Google, parce qu'évidemment, eux, ils ont intérêt à ce que tu dépenses un max, et des fois, ils te proposent des trucs un peu bizarres, on va pas se mentir. Mhm. Par contre, il est vrai qu'arriver à payer aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai 2 campagnes qui tournent sur YouTube Ads, il y a une française et une anglaise. Ouais, Par rapport à mes émissions, le MSB Show. Parce qu'en fait, moi, j'ai un objectif, je te fais une petite aparté rapide, j'ai un objectif un peu fou que je vais atteindre, c'est sûr, j'ai déjà posé les premières pierres, c'est d'animer une émission business depuis New York, en anglais. d'accord. Et donc, j'ai déjà l'année dernière fait des émissions en anglais, mais en France. Et là, vraiment, mon objectif, c'est ça. Et du coup, j'ai créé une publicité qui explique tout ce que je suis capable de faire en anglais, donc dans des événements incroyables que j'ai pu animer, Vivatech, Cannes Lions, etc. Et cette vidéo, je l'ai mise sur YouTube et j'ai fait une campagne YouTube Ads dessus qui cible, pardon, uniquement les gens qui vivent à New York. Donc toi, en D'accord. tant que Français, tu verras jamais la pub. Il faut que tu sois logué à New York, quoi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément comment dire, des QG de grosses entreprises médias qui m'intéressent, qui sont à New York. Tout à fait. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais vraiment envoyer là-bas, on va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, je paye 2 centimes d'euros la vue pour cette vidéo-là à plus de 50% de vues. Donc ça veut dire que voilà, beaucoup de New-Yorkais commencent à me connaître pour que dalle, quoi, finalement. Quand je dis beaucoup, j'exagère, évidemment. Il n'y a pas 1 million de New-Yorkais qui me connaissent, mais voilà, Non, mais en plus, plusieurs milliers. surtout pour ceux qui s'y connaissent, ce qu'on appelle le Tier 1, donc les États-Unis, c'est le Tier 1 avec d'autres pays anglo-saxons. Ouais, En général, le trafic est très cher et plus c'est cher qu'ailleurs. extrêmement cher. Donc, Et si là, tu 2 arrives à faire ça, centimes c'est pas mal. d'euros, c'est juste dingue. Et donc, la même vidéo que j'ai faite en français pour le marché français, elle me coûte 1 centime d'euro. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis cibler New York, qui est quand même une ville qui est, comme tu le dis, voilà, tier one, c'est-à-dire que voilà, c'est la guerre, hein. Je veux dire, faut comprendre que là-bas, tout le monde veut faire de la pub à New York. C'est normal, tu vois. Il y a des sous, il y a du monde, voilà, c'est qualitatif. Eh ben, ça me coûte 2 centimes d'euros. Qu'est-ce que je vais me faire chier à aller faire du SEO à New York aujourd'hui? Alors que moi, j'adore le SEO, tu vois, j'adore le référencement naturel. C'est Bah, le meilleur en ma... général, parce que là, on est là pour expliquer un peu aux gens, c'est de faire les deux. Si on peut faire du SEO et du payant, c'est encore mieux. Là, c'est le roi du pétrole. Mais il Évidemment. faut, voilà, ça prend un peu de temps. Donc voilà, donc ne pas avoir peur du trafic payant, Google Ads ou YouTube Ads. Et après, il y a encore plein d'autres trucs, hein. Bien Euh, sûr. donc, on s'est testé, on sait qu'on peut entreprendre, on a le projet, on commence à faire un peu d'ads, enfin de pub pour pouvoir avoir un peu de trafic et tester un peu. Comment tu fais après pour avancer? Est-ce que, en général, ton star, tu l'as dit, donc tu n'es pas trop pour que les gens fassent des levées de fonds. Comment tu finances, en général, tu conseilles pour financer les boîtes? Est-ce que la banque, c'est Ah non, non, mieux? Les crowdfunding, c'est mieux? c'est pas ce que j'ai dit, attention. Non, 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 attention. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que ça dépend. C'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui en France et dans le monde en général, puisque j'ai la chance de voyager pas mal, c'est que toutes les entreprises veulent lever des fonds. C'est la mode, si tu veux. Enfin, On pas vient de tous, hein. créer un projet. C'est de la mode dans les startups, surtout tech, parce qu'elles savent qu'il y a de l'argent. Mais dans le monde du web marketing, un peu à la ClickFunnels, on sait très bien qu'on peut financer sans les startups. Mais après, ça dépend. Il y a deux mondes qui se battent où il y en a qui veulent pas du tout de financier, parce qu'ils ont compris l'intérêt, ils savent qu'ils veulent faire du marketing, ben, comme tu as dit, du payant, et mettre 1 euro, avoir 2 euros, 3 euros, et puis financer comme ça. Et d'autres qui viennent, sans être méchants, qui viennent de grandes écoles, qui savent qu'on peut lever des fonds, qui savent qu'il faut savoir faire un pitch et qui vont aller prendre de l'argent pour de l'argent. Et en fin de compte, des fois, ça n'a pas de sens, comme Mais tu en dis. fait, c'est encore une fois, ça dépend de ton objectif. Si tu veux créer le nouveau Snapchat, t'as pas le choix, il faut lever des fonds. En Tout fait, à fait. c'est pas avec ton marketing sur YouTube Ads que tu vas concurrencer Snapchat. Si tu veux, le problème, il est là. C'est que les mecs viennent te voir. Si tu veux, tu as les deux extrêmes. Tu as ceux dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui veulent lever des fonds alors qu'ils en ont pas besoin et que ça n'a aucun sens. C'était dans le B2B. Enfin voilà, c'était un cas particulier. Ils faisaient déjà grave du cash. Enfin, je n'ai pas compris, si tu veux, le concept de lever de fonds. En fait, leurs clients leur donnaient les fonds dont ils avaient besoin.
pour se développer tranquillement sans se faire chier. Et puis, de l'autre côté, tu as des gens qui veulent attaquer un marché de masse, B2C, tu vois, vraiment entreprise vers les particuliers, qui veulent s'attaquer à des monstres, des géants du web, et qui disent, je ne veux pas lever de fonds, je vais faire tout ça en bootstrapping. Mais t'es sérieux, mec? Enfin, tu sais combien je leur dis une fois, il y a un mec qui voulait lancer un concurrent de Booking, tu vois, Booking et Hotel.com. Mhm. Et il me dit, ouais, je vais faire ça en bootstrapping. Je lui dis, alors attends, je vais t'expliquer un truc. Parce que moi, j'ai travaillé dans le domaine de l'hôtellerie, je sais exactement comment ça marche. Booking.com, en France uniquement, c'est 5 millions d'euros par jour de Google AdWords. Ouais. 5 millions d'euros par jour. Quand tu as compris ça, tu te dis, bon, le bootstrapping, comment on va faire quoi? Ça va être un peu compliqué. Donc, si tu veux te battre contre des boîtes comme ça, tu n'as pas le choix. Tu dois aller lever des fonds. Alors, crowdfunding, ça suffira pas parce que tu vas pas lever les millions suffisants probablement pour concurrencer ce genre de boîte. Alors, il y a deux solutions. Soit tu as un truc tellement révolutionnaire que tu vas faire un bouche à oreille dingue et ça, tu peux pas le prévoir. Et du coup, bah, tu vas avoir une pub de dingue et voilà, ça va être cool. Soit la solution, effectivement, c'est de lever des fonds. Et lever des fonds, il y a plein de domaines, de façons différentes. Il y a les business angels, il y a les investisseurs, les fonds d'investissement qui vont te permettre de lever beaucoup plus. Il y a tout simplement les banques. Il y a Pôle emploi, qui est l'un des plus grands investisseurs au monde aujourd'hui, il faut le savoir, parce que Pôle emploi, on C'est-à-dire Pôle rigole. emploi, précise-nous. Pôle emploi, ils investissent beaucoup dans les entreprises, puisque beaucoup de gens qui sont au chômage sont financés par Pôle emploi pour créer leur Ah, boîte tranquillement, dans d'accord, leur je coin. vois. Je crois que tu me Et en disais si tu peux fait, ouais. financer à 500 000, 1 million. Je vois, d'accord. Non, 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 non. Oui, tu Non, parles du projet de retour à l'emploi. tu peux financer effectivement ta première année sans te dire je vais finir à la rue, quoi. Et ça, c'est C'est unique vrai au que monde. si on met tout par petits bouts avec la Love Money et tout ça, ouais, c'est vrai qu'on peut, Ça peut aller vite. Et il y a quand un on autre sait le truc faire, que on les peut gens le faire. ne comprennent pas. J'ai parlé à un Français qui voulait absolument créer sa boîte en Suisse et je lui ai dit ok, super. Je lui ai dit mais tu sais sur quoi tu t'assois? Il me fait non. Je fais mais il me dit ouais, j'arrive pas, les banques veulent pas me prêter et tout. Je fais bah évidemment qu'elles veulent pas te prêter. Les banques en France, elles prêtent qu'aux entreprises françaises et tu es en train de péter un levier qui est crucial. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans la France dans laquelle on vit, qui a beaucoup changé ces 10 dernières années et qui est vraiment pro-business contrairement à ce qu'on raconte, aujourd'hui, au monde dans lequel on vit, quand ta banque te prête 50 000 euros, la banque publique d'investissement financée par l'État va te prêter 50 000 euros supplémentaires, parfois sans te demander un remboursement. C'est-à-dire que on est dans un monde où Des prêts d'honneur, quoi. tu peux créer ton entreprise tranquille de chez toi et être financé par Pôle emploi. En plus, tu peux te faire prêter de l'argent. Et en plus, tu peux aller lever des fonds département, région et national. Bref, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Tu vois, pour moi, la France, c'est un paradis pour les startups, très clairement. Tout à fait. Je te confirme. Et en plus, c'est quand on va regarder les chiffres, on voit très bien quand on compare les États-Unis à la France, on voit qu'on crée beaucoup. Mais après, bon, il y a plein de choses à voir derrière par rapport à la longévité, mais Évidemment. bon, c'est intéressant. Donc là, il y a plein de questions, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on a parlé un peu de financement rapidement. Souvent, j'ai entendu donc parler de vente sans vente, parce que moi, comme tu le sais, c'est un domaine que j'aime bien. Comment tu conseilles aux gens de vendre? Parce que souvent, les gens, en fait, on l'a dit un peu avant, tu peux avoir la meilleure idée, le bon produit, il faut toujours savoir vendre et vendre. Donc, comment tu conseilles à une personne de vendre sans vendre? C'est les personnes qui n'aiment pas vendre. Alors, en fait, encore une fois, comme pour la négociation, le mot vendre a une connotation négative en France et en Europe, et ailleurs aussi d'ailleurs. À part dans les pays anglo-saxons, c'est assez connoté. Vendre sans vendre, ça veut dire que il faut que tu t'enlèves de la tête l'image du mec avec sa petite valisette qui va aller frapper aux portes et qui va aller vendre absolument un produit dont la personne n'a pas besoin, n'a pas envie et qui Le fait chier le monde. colporteur. Voilà, c'est comme ça qu'on Voilà, l'appelait. exactement. Et j'ai rien contre les colporteurs, hein. Ils font leur métier, ça doit pas être facile tous les jours. Et bravo à eux, mais voilà. Aujourd'hui, il faut que tu enlèves cette image de la tête. Aujourd'hui, la vente, c'est autre chose. La vente efficace, j'entends, et qui va te donner envie de te lever le matin, c'est la vente facile, entre guillemets. La vente facile, c'est quoi? C'est parler avec ton cœur. C'est très simple. C'est dire vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est expliquer pourquoi ton entreprise, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce que tu as envie de véhiculer, qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, quelles sont les coulisses de ton activité, qu'est-ce qui te passionne, pourquoi tu fais ce produit ou ce service-là plutôt qu'un autre. C'est ça, vendre sans vendre. C'est expliquer qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et quand tu fais ça, l'avantage, c'est que tu ne vends pas, mais ça vend.
C'est ça En qu'il plus, faut. moi, j'irai ajouter à ce que tu dis, j'irai prendre deux exemples. J'espère que j'en parle souvent, mais je pense que les gens connaissent. C'est deux exemples anglo-saxons. Et puis moi, je suis vendeur de base. Hein. J'avais fait pendant un bout de temps porte-à-porte. Il y a Gary Vee qui fait plutôt le côté vente indirecte et Uncle G, Grant Cardone, qui est plutôt la brute qui fait du cold calling. Eh ben, ce que les gens peuvent faire en général, et on en a parlé un peu, c'est de faire de l'inbound marketing, avoir une bonne plateforme de réseaux sociaux, commencer à contacter les gens, se faire voir par là, et ensuite quand on rappelle derrière, en général, les gens sont plus rassurés parce qu'ils ont déjà vu, lu un contenu, écouté un audio, et ensuite quand on vient, bon, ok, je vous connais, même si techniquement ils ne vous connaissent pas, mais c'est voilà, une façon de faire, donc c'est moins brutal. Mais si on sait faire donc, du SEO, un peu donc d'ads, et ensuite on rappelle derrière, en général, c'est déjà un peu mieux. C'est pas un appel à froid, c'est un appel tiède, on va dire, entre parenthèses. Mais bien sûr, moi j'ai été journaliste pendant plus d'un an et journaliste business. Et en fait, le truc, c'est que je recevais 3, 4, 5, 600 emails par jour. Dans les emails que je recevais, il y en avait deux d'intéressants. Et j'exagère à peine, hein. C'est vraiment fou. Et effectivement, alors la technique moi, que j'ai utilisée pendant des années et qui fonctionne toujours très bien, c'est le premier contact via Twitter. Oui, Quand ça tu marche bien cherches aussi. à Ouais. contacter un journaliste, un entrepreneur important ou quelqu'un voilà, qui pèse un peu dans ton domaine, quel qu'il soit, le premier contact via Twitter est super efficace. C'est très simple, c'est très efficace. Les gens, en principe, regardent leurs notifications. Ils ont beaucoup moins de tweets que d'emails, donc ils regardent. Ça marche extrêmement bien. Pour moi, aujourd'hui, et quand je dis ça, les gens tombent de leur chaise, mais c'est la vérité, Twitter est supérieur à LinkedIn pour le B2B. Voilà, donc Enfin, le je seul pourrais. inconvénient, parce que moi je l'ai fait, c'est qu'il y a plein de gens qui sont pas bizarrement, enfin ça dépend du domaine, ils sont pas sur Twitter. Et tu te dis, mais comment ça se fait? Ah, mais je sais bien. Ah bah attention, là, je parle uniquement dans Bizarrement. le cas où la personne est sur Twitter, bien Tout à fait, je entendu. confirme. Je confirme. Évidemment. Après, si tu veux, aujourd'hui, il faut bien comprendre que tous les journalistes sont sur Twitter. Oui, S'il n'est tout à pas fait. sur Twitter, c'est pas un journaliste. Ça, c'est la première chose à savoir. Et je le sais, hein, je te dis, j'ai bossé dans le domaine, tout le monde est sur Twitter parce que Twitter est aujourd'hui la source numéro un d'information pour tout journaliste, quel que soit son domaine. Donc déjà, si toi, ton objectif, c'est de passer en presse ou dans les médias, il faut que tu sois sur Twitter d'une manière ou d'une autre. Et donc, en fait, la meilleure méthode, c'est de commencer à rentrer dans une discussion existante. La plupart des gens ne savent pas utiliser Twitter. La plupart des gens, ils arrivent sur Twitter et ils publient un tweet et ils se barrent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Twitter, il faut pas publier, il faut rentrer dans les discussions d'un autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc au début, tu n'as même pas besoin de publier toi sur ton compte. Tu vas directement répondre à des trucs existants. Et donc c'est ce qui se passe. Ce qui marche le mieux, c'est que tu réponds à 2-3 tweets d'un des journalistes que tu as ciblé. Donc du coup, comme tu as dit tout à l'heure, il va te voir, il va te connaître entre guillemets. Et le jour où tu vas lui envoyer un mail ou un DM, un message privé, bah il va répondre, tout simplement. Alors il va peut-être pas te dire oui, mais au moins il va répondre. Et tu verras que tes emails, tes coups de téléphone incessants, etc., ça les rend fous et ils n'ont qu'une envie, c'est de ne pas te répondre. Surtout qu'en fin de compte, des fois, c'est même pas de ta faute, c'est parce que plein de gens ont appelé avant et toi, tu arrives en dernier ou t'arrives. Et donc, Exactement. voilà. Et donc, Moi, je répondais, malheureusement, je répondais même plus. C'était insupportable. C'était l'enfer. après, il faut savoir trier. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais te poser encore deux, trois questions. Donc, là, on a fait son projet, on s'est vendu, on avance un peu. Comment faire la différence en général? Est-ce que tu as une technique qui fait que tu arrives à, comme on dit, disent les Américains, penser outside the box et avoir un truc qui est unique? Parce que, en plus, j'ai fait une vidéo il y a une semaine dessus. Souvent, tu as plein de business quand on rentre dans des business classiques où tu es assez commun. Tu crées un blog, tu fais un truc. C'est comment te mettre des barrières et te différencier des autres pour que voilà, tu aies vraiment ta marque unique. Pour moi, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a une chose que les Français n'ont pas compris, c'est que le Made in France, ça marche en France et à l'étranger. Ça marche très très fort. C'est une marque qui est vraiment unique. Les gens ne se rendent pas compte à quel point. Moi, ma femme, elle fabrique des corsets, des robes de mariée depuis 13 ou 14 ans. Quand on publie quelque chose en anglais ou dans une autre langue et qu'on marque que c'est Made in France, c'est fabriqué dans un petit atelier et tout, les gens, ça les rend dingues. Mais vraiment, hein. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le service client. Et pour cela, le maître en la matière, c'est pas un Américain, c'est un Français, il s'appelle Philippe Bloch. Ce mec-là a inventé Philippe Bloch, Starbucks avant Starbucks. le journal. Ah, d'accord, ok. Ouais, 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 il a été journaliste après, exactement. Maintenant, il est un nouveau entrepreneur. Il a créé Columbus Café Ouais, 2 ans ouais, ouais. avant Starbucks. Ça s'est déployé dans le monde entier, etc. Et en fait, ce mec-là, il a écrit un livre dans les années 80 qui est encore valable aujourd'hui. Il a fait une mise à jour récemment qui s'appelle Service compris. Ce livre
c'est la Mecque. C'est un truc de fou. Ce livre, il est absolument dingue. Tu comprends tout. C'est-à-dire que tu comprends tout en lisant ce bouquin. Et en fait, lui, il a étudié le pays au monde où le meilleur service client existe, c'est au Japon. Et il explique exactement point par point qu'est-ce que le Japon fait de mieux que tous les autres pays du monde réunis. Et il y a une petite anecdote que j'adore, qui est écrite dans son livre. Il la raconte. Il est dans le Shinkansen, tu sais, le fameux TGV japonais, qui est Oui. un peu en sustentation, hein, je ne sais pas comment on dit. Et il y a un message en japonais qui dit nous sommes désolés, nous allons être en avance de 5 secondes, on n'a pas le choix, on est vraiment désolé, on va faire quelque chose pour vous aider, quoi. Et pendant le trajet, du coup, ils sont arrivés 5 secondes en avance. Et donc, tu as une petite dame japonaise qui est arrivée vers lui, une stewardess, je ne sais pas comment on dit, tu vois, un Stewardess, ouais. peu comme dans les compagnies aériennes. Elle est venue et tout, toute bien habillée, tout apprêtée, etc. Et elle est venue s'excuser auprès de lui parce qu'il était arrivé en avance. Et en fait, quand tu comprends ça, tu dis, mais c'est pas possible, mais d'où ils sortent ces gens, quoi? C'est des fous. Et en fait, il explique dans son livre toutes les méthodes, toute la façon de faire. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde où le service client est encore sous-évalué, comment dire, sous-coté. Et en réalité, voilà, pour moi, si tu as un business qui peut lier service client et Made in France, déjà, tu vas envoyer du lourd assez sérieusement en termes de différenciation. En tout cas, je mettrai le lien parce que moi, j'ai lu Service Compris, parce qu'il a en plus écrit beaucoup de bouquins. En plus, on s'est contacté à la création du podcast. On n'a toujours pas fait d'épisode. Donc, bon, je vais le rappeler. Et en plus, moi, c'est à cause de lui ou grâce à lui que je ne dis plus petit café ou petit thé, parce que dans un de ses livres, un de ses audios, il dit voilà, on est les premiers à dire toujours petit. Donc maintenant, j'ai toujours grand podcast, grand ceci, parce que ça m'a marqué. Donc, je l'écoute en audio, en fin de compte, c'est pour ça. Et donc, Ouais. merci à lui. Donc, je mettrai tous les Il a liens. un livre Tu génial mets qui le dit lien aussi vers le site de ta femme. C'est quoi le site? Fée corsetée, la fée corsetée. La fée corsetée. Ok, je mettrai le lien. Vous irez le voir. Et ouais, c'est vrai qu'en plus, il a un livre qui est génial aussi qui s'appelle Ne me dites plus jamais bon courage. Ah, ben c'est celui-là. C'est Voilà. justement tous les mots qu'il ne faut plus dire dans la langue française. Donc, je mettrai tous les liens. Donc, il y a beaucoup de choses à lire. Donc, deux questions. Et après, donc, il y a 5 questions que je dois poser à tous mes entrepreneurs. Donc, deux, on va faire rapidement. Donc, j'espère que ça va pas te faire rigoler. Tu penses quoi de l'URSSAF et des huissiers en France? J'ai pas compris, Qu'est-ce que tu excuse-moi. penses de l'URSSAF et des huissiers en France? L'URSSAF, je suis très content de lui donner ce que je lui donne. Et les huissiers, j'aime pas trop. Ouais, d'accord. T'en as eu toi aussi? J'en ai eu au début de ma carrière. Ouais. J'ai failli passer la casserole, on va dire. Donc, c'est pas une obligation, mais souvent, quand on a des huissiers, c'est qu'on est encore en vie, c'est qu'on n'est pas entrepreneur, mais c'est qu'on n'a pas peur de ça. Voilà. C'est qu'on sait que c'est, voilà, il faut régler ses dettes et puis on continue. Ouais, Ça arrive, faut faire malheureusement. attention quand même, parce que Faut c'est faire vrai que tu attention, passes tout à très fait. très vite, tu peux très très vite passer de l'autre côté de la barrière, quoi. C'est Pour chaud. aller avec ça, quelles sont en général, avec tout ce que tu as vu, les pires erreurs des entrepreneurs? Qu'est-ce qu'ils font en général, les pires des erreurs? Les pires erreurs, se poser les mauvaises questions, se demander quel statut juridique choisir, quel pays choisir alors qu'ils sont dans le meilleur pays du monde, alors que la vraie question, c'est comment on trouve des clients, comment on vend notre produit ou notre service. Il n'y a que ça qui compte, tout le reste, c'est du bullshit. D'accord. Bon, mais comme ça, on va poser des questions. Donc, merci pour toutes ces bonnes informations. On a été un peu short dans le temps, donc j'ai pas pu te poser d'autres questions. Donc, je mettrai tous les liens pour te joindre. Et donc là, je vais te poser les 5 questions que je pose à tous les entrepreneurs. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Le business dont je rêve, ce serait de créer, euh, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint ce rêve-là, hein, de créer une sorte d'émission américaine sur le business, mais avec le point de vue d'un Européen comme moi. D'accord. En plus, je crois que c'est plutôt unique, hein. Je connais pas. Ouais, c'est Enfin, pas je, mal. je connais un podcasteur qui vit à New York, mais je sais pas, je crois qu'il le fait en français. Mais bon, je sais pas s'il interviewe des Américains. Je crois que c'est des Français en général. Mais à part ça, ouais, j'en connais pas d'autres. Donc, J'ai eu la chance parfait. d'interviewer 3 fois Gary Vee, dont tu as parlé tout à l'heure, parce que quand Oui, il vient j'ai à vu ça, Cannes, ouais. bah, on a le rendez-vous à chaque fois. Bon, cette année, malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais on a prévu ça pour l'année prochaine. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai commencé à mettre les pierres. Si tu veux, l'année dernière, j'ai fait pas mal d'émissions, notamment à Viva Technologies, qui est l'un des plus grands événements start-up au monde à Paris tous les ans, où on a eu Jack Ma, on a eu Zuckerberg qui sont venus l'année dernière, pour te donner un peu le niveau du truc. Et voilà, je suis en train de mettre les pierres petit à petit pour créer un jour. En fait, le vrai rêve, c'est juste de faire une émission une fois, tu vois, sur un plateau télé américain et kiffer. Mais par contre, si je peux créer une vraie émission sur plusieurs épisodes, bah là, ce serait le rêve absolu, évidemment. Bon, on te réinvitera pour voir où t'en es. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur?
Ma meilleure expérience en tant qu'entrepreneur et investisseur, waouh. Ou investisseur, l'un des deux. Parce que je sais que tu investis aussi. Ouais. T'es comme moi, enfin moi j'ai plus de voiture, donc toi je crois que tu as une voiture qui est pas terrible, mais bon voilà, je sais que tu es comme moi, t'es pas, tu utilises bien ton argent. Ah non, j'adore ma voiture. Oui, j'ai Super pas dit le de. contraire, j'ai pas dit le contraire. J'ai juste dit que tu perds pas ton temps à dépenser à acheter des Rolls ou trucs comme ça. Ah non, en fait, moi j'ai la chance d'avoir vécu 9 ans à Cannes. J'ai vu les plus belles voitures du monde. Voilà, entre Cannes et Monaco, bon, bah, t'imagines que voilà, il y a les plus beaux véhicules du monde qui existent. J'ai vu les plus beaux yachts du monde. J'ai vu notamment celui qui était fabriqué par Philippe Stark, un Français, pour Steve Jobs. Je l'ai vu dans la rade de Cannes, j'ai halluciné. Par contre, ça me fait rêver, mais dans le sens où j'aime bien passer du temps dessus, 1 heure et demie, et après je rentre chez moi. Tu vois. Donc c'est pas du tout un truc qui me fait rêver à posséder. Par contre, un truc qui me fait rêver comme ça de temps en temps, ouais, carrément. Tout ça pour. Ouais, merde, j'ai plus la question du coup. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Non, alors là, je suis déjà à la troisième question. Quelle est pour toi la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? La meilleure expérience d'entrepreneur, ça a été l'interview de Gary Vee, c'était absolument dingue. J'ai eu une dose d'adrénaline quand je suis sorti de la première interview, j'ai cru que j'allais dormir direct. C'était vraiment une expérience dingue. Tu vois, et c'est pas lié à l'argent en fait, je m'en fous de l'argent. Bien sûr que c'est important, mais c'est pas le truc qui Les me drive. rencontres. Ouais, les rencontres. Non, moi c'est l'adrénaline. C'est vraiment pour moi c'est un jeu l'entrepreneuriat. C'est un jeu vidéo. Tu vois, j'ai l'impression d'être Mario qui essaie de passer les niveaux et tout ça, et je trouve ça génial. Euh, et en tant qu'investisseur, je dirais, euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, écoute, on va rester là-dessus. Hein. Ok. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour Mhm. devenir entrepreneur. Qu'est-ce que tu entends par là? Levier, l'action, la lecture, les Ah, d'accord. formations, voilà. Après, tu mets ce que tu veux dans le levier. Alors, je vais pas faire d'autopromo, donc du coup, La formation, donc ça veut dire, voilà. Le coaching. ouais, non, mais alors la formation, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à un truc aussi. Je l'ai vécu moi aussi. C'est se former, c'est bien, mais à un moment, il faut agir, quoi. Donc moi, je vois trop de gens consommer plein de formations, acheter ceci, acheter cela, et puis 2 ans après, tu reviens, il n'y a toujours rien de fait. Non, la priorité absolue pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est de créer sa marque. Sa marque, ça peut être ton nom perso, ça peut être ta marque, un produit ou un service que tu vas appeler d'un nom qui te fait plaisir. Pour moi, créer sa marque, c'est super important parce qu'en fait, à partir du moment où tu crées ta marque, quel que soit le produit ou le service que tu vas vendre, ça va te suivre toute ta vie. C'est ce que j'adore chez un mec comme Gary Vee. C'est-à-dire que Gary Vee, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent il faut rester focus, il faut rester focus, il faut rester focus. Mais si tu n'es pas focus, tu peux pas rester focus. Tu vois ce que je veux dire? Un mec comme Gary Vee, jamais il va te dire fais qu'une seule activité. Lui, il n'est pas capable de le faire lui-même. Il a une agence Ouais, mais marketing, il vend du vin, il vend des stickers. c'est un cas à part. Et en plus, il a commencé Focus, parce qu'il était sur le vin et sur YouTube. Mais après, il est parti dans tous les sens parce qu'il avait déjà une bonne base. En général, tu peux aller En dans tous les réalité, sens quand tu as une bonne base. non, non, j'en ai parlé avec lui, pas du tout. Dès le début, il faisait du flipping, c'est-à-dire qu'il achetait déjà des trucs dans les garages, il les Oui, mais revendait. oui, c'est un vrai solaire. Mais oui, c'est un vrai solaire. Mais ça reste, il reste toujours quand même. Il a pas 20 ans, il n'avait pas 30 business. Mais il a toujours été Ah non, mais lui, c'est un bon vendeur, voilà. Un bon marketeur et un bon vendeur. ce que j'essaie de te dire, c'est que ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin Tout à d'être fait. focus, qui y arrivent, et d'autres qui n'y arrivent pas. Et l'avantage de créer une marque, c'est que tu sois focus ou pas, quand tu crées une marque, l'avantage, c'est que tu peux commencer à communiquer dessus dès maintenant. Et dans 10 ans, elle sera toujours là. Même quand Ouais, toi, tu vas mourir, ta marque pourra potentiellement être encore là. c'est un actif, ouais. La marque travaille pour Ouais, toi, on va dire complètement. directement. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Encore une fois, pas d'autopromo. Je vais proposer Service compris de Philippe Bloch. D'accord. Ok, c'est bien, on reste français, c'est bien. Et en plus, tu l'as déjà expliqué, donc je mettrai les liens. Et donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Hmm. Savoir dessiner. Ah, c'est marrant, hier, je regardais un TEDx où le mec disait qu'en 6 mois, on peut apprendre une langue et il expliquait qu'en 5 jours, tu peux apprendre à dessiner. Il expliquait J'ai vu pourquoi et cette comment. Ah, ben vidéo et voilà, tu il vois. va falloir que je m'y mette. Ouais. Ah, ben voilà. Bon, ben, je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés parce que j'ai trouvé cette vidéo super. Parce que moi, je parle Ouais, anglais à mes enfants, donc ils parlent anglais. Enfin, ils comprennent l'anglais, mais ils ont du mal à parler. Donc, je me suis dit, je vais appuyer un petit peu pour qu'ils soient meilleurs en anglais. Et puis, j'ai prévu de leur t'as parler raison, espagnol c'est ce qu'il la faut semaine prochaine. pour leur ouvrir l'esprit. C'est important. Donc, Rémi, grand merci. On a été un peu dans le speed. Donc grand merci à toi. Merci pour tes bonnes infos. Je mettrai donc tous les liens de tout ce dont on a parlé ici. Et puis, donc, si les gens veulent se coacher et avancer avec toi, ben, n'hésitez pas. Tu es là depuis un petit bout de temps. Tu as montré, bah, tu sais de quoi tu parles. Donc, grand merci à toi.
D'ailleurs, si je peux faire une petite proposition pour, voilà, parmi ceux qui vont écouter le podcast, ceux qui, je sais pas, c'est un podcast que tu vas publier où exactement? Partout. Comme tu sais, tu mets dans Partout. LinkedIn, ça va YouTube, iTunes, Spotify, partout. D'accord. Environ 20 à 30 Bah, plateformes. on sélectionnera peut-être 5 commentaires intéressants Mhm. et je leur enverrai mon livre gratuitement, mon livre papier, À vos marques pré-entreprenez. D'accord. C'est une très bonne idée, une très bonne initiative. Ouais, grand merci à toi. Et puis moi, je te envoie tous les liens. Et puis n'hésitez pas à commenter comme Rémi l'a dit. Puis je te dis à bientôt. Eh ben, merci à toi, à très bientôt. Ciao. Merci à toi donc d'avoir écouté donc cet épisode. Donc n'hésite pas donc à commenter et à partager donc comme l'a dit donc Rémi, si tu veux donc avoir donc son livre qu'il a écrit donc il y a quelques années mais qui est toujours aussi puissant. Donc tu mets donc un commentaire le plus intéressant, un vrai commentaire hein, par rapport à l'épisode et d'autres questions si bien sûr tu en as. Donc n'hésite pas à mettre un like, à partager, à en parler autour de toi. Donc pour le site, donc les autres sites et les autres références, tu peux avoir donc tout dans le show notes. Juste pour préciser, parce que je ne l'ai pas dit au début, au mois de juillet, donc on va passer sur un épisode par semaine. Le temps donc de gérer mes autres business, comme tu le sais, j'ai d'autres business. Et donc j'ai aussi préparé donc la nouvelle saison, la saison 3 en fin de compte de l'entrepreneur Lifestyle. Donc il y aura plein de surprises, donc n'hésite pas à rester connecté. Même au mois de juillet-août, je vais produire, mais juste un épisode par semaine. Donc je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.